Effectivement, il y a une dimension assez historique à cette démarche parce que on s'est d'abord réunis avec Marie-Noëlle pour... on voulait faire quelque chose pour les 62 ans d'effacement de la dette allemande vis-à-vis de leur comportement sur la Grèce. Il y a 2-3 mois, tu te souviens, Marie-Noëlle? Absolument, absolument. Et la conclusion, ça a été de se dire, il y a plus à gratter sur la question d'augmenter les recettes que d'entrer dans des discussions byzantines sur les économies à faire. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, Too Big to Tax, qui était l'idée de se dire, la différence entre Roosevelt les années 30 et maintenant, c'est qu'il y a quand même une capacité d'actionner l'opinion publique au travers des réseaux digitaux et une capacité de sensibiliser les citoyens, c'est le premier, qui est très forte. Et que peut-être que si l'ensemble des acteurs déjà dans le monde politique, dans le monde de l'administration qui se battent, avaient un soutien massif des opinions publiques, et que les opinions publiques comprenaient qu'ils sont peut-être consommateurs de Google et de McDonald's, mais qu'ils sont aussi citoyens, et que le citoyen ne paye pas le hamburger au prix du consommateur, parce que si on remet dans le prix du hamburger l'évasion fiscale, le hamburger, il devient très très cher, on aurait peut-être gagné quelque chose à mettre ce débat sur la place publique. Donc, nous avons lancé, et depuis ce matin, une pétition qui s'appelle Too Big to Tax, Stop, et qui a pour le but de défricher, j'allais dire, au-delà des cercles qui travaillent déjà sur cette question, la capacité de mobilisation de l'opinion publique sur cette question. Et je passe la parole à Arthur. Oui, bonjour. Alors, ça va, vous m'entendez bien? Alors, pourquoi cette question des entreprises too big to tax? En réalité, ce qui nous a amené à prendre cet angle-là précisément, en complément avec ce que font tous les autres, on s'est demandé comment venir apporter notre pierre à tout ce qui se faisait déjà, notamment dans le travail de la plateforme que je salue et qu'on va bientôt rejoindre. On travaille déjà avec le CCFD. Et on a essayé d'analyser quels étaient les problèmes qui ont en fait largement déjà été vus aujourd'hui sur le plan d'action de l'OCDE d'une part, et sur les réformes proposées par la Commission européenne d'autre part. Elles tiennent en grande partie à la gouvernance de ces instances, qui fait qu'elles fonctionnent de manière consensuelle pour l'OCDE et à l'unanimité en matière fiscale pour l'Union européenne au niveau du Conseil, ce qui bloque dans les faits toute chose un peu trop susceptible de gêner les paradis fiscaux qui existent en Europe, au nombre desquels on peut compter l'Irlande, le Luxembourg, par certains côtés un peu la Belgique, des myriades d'empires de l'Angleterre, la Suisse qui en fait n'est pas vraiment européenne, mais enfin elle est dans l'espace Schengen, donc elle n'est pas très loin non plus. Et donc, ce qui explique d'ailleurs que sur la fameuse Axis, un des dossiers sur la taxe sur la base commune soit à l'ordre du jour aujourd'hui, et la Commission est de fait renoncée dans un futur prévisible, à aller vers le deuxième C qui était la partie consolidée. Alors, on s'est dit que si on voulait contourner ce sujet-là, en fait, il fallait aller sur une base purement volontaire entre les pays qui le voulaient bien. Pourquoi? Parce que on est parti de l'hypothèse que les paradis fiscaux ne voudraient pas. Et que donc, par une sélection négative, en faisant une coopération entre pays volontaires, on n'aurait que des pays qui sont motivés et qui veulent aboutir à quelque chose. L'idée, c'est à terme peut-être d'arriver à une coopération renforcée dans les termes du traité, mais on peut très bien s'en passer au départ. Après tout, Schengen a commencé comme une pure coopération informelle, et il y a quantité de choses qui vivent très bien leur vie en droit international comme des coopérations informelles. Dans de nombreux domaines, y compris la justice internationale. Pourquoi les plus grosses entreprises? Parce qu'en fait, les ressources des administrations fiscales nationales sont assez limitées, on en a beaucoup discuté aujourd'hui, et donc
on a vu que la coopération automatique et permanente était compliquée parce qu'elle prend beaucoup de temps. En réalité, nous avons au cœur du système économique mondial un certain nombre de multinationales qui, par leur puissance, sont arrivées à échapper à l'impôt très largement. C'est ce que nous expliquait à l'instant Manon. Ces entreprises présentent le double avantage que, d'une part, c'est un nombre de cas, entre guillemets, limité à traiter, et donc un certain nombre de pays volontaires, imaginons la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ça ferait déjà un bon pack de départ, qui peuvent être rejoints, le cas échéant, pourquoi pas, par des pays qui ne seraient pas européens. On peut imaginer les États-Unis, mais on peut imaginer d'autres pays qui seraient des pays en voie de développement, ou des BRICS, et notamment, pourquoi pas, l'Argentine, sur les sujets qui pourraient les concerner. Les modalités de la coopération que nous proposons, c'est en fait un secrétariat très informel, très léger, qui pourrait être abrité par une administration fiscale ou être logé dans une association de type loi 1901. Et en fait, un groupe volontaire d'études par multinationale. Pas forcément faire toutes les multinationales dès la première année, mais pourquoi pas se fixer un programme de travail de 3-4 multinationales par an et les faire de manière extensive. Quels sont les avantages de ce système? Le premier, c'est que les multinationales ne sont pas seulement des entreprises qui permettent de frauder, qui ont les pouvoirs pour frauder plus, et qui par ailleurs ont donc une base fiscale, on va dire, intéressante pour redresser parce qu'elles mobilisent beaucoup d'argent. C'est principalement parce que ce sont les entreprises qui sont au cœur du système et qui le font évoluer, qui le poussent. On sait depuis longtemps que les grandes entreprises sont quelque part les réservoirs de productivité de l'économie. C'est là que se fait l'innovation, et c'est vrai aussi en matière financière, c'est vrai aussi en matière comptable. Ce qu'on a vu avec les listes qui ont été révélées sur le fait que la fraude s'était extrêmement démocratisée. C'est un processus qu'on connaît dans toutes les dimensions de l'économie. En fait, vous avez des entreprises qui sont à la pointe, qui se payent les meilleurs conseils, les meilleurs spécialistes, qui vont aller définir de nouvelles manières de créer de la valeur. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment créer de la valeur, c'est éviter les bases taxables. Très bien. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, ils commencent à dégager des solutions assez standards. Ces solutions assez standards passent des spécialistes les plus pointus je dirais, à la connaissance de base de la profession des comptables et des fiscalistes un petit peu au courant. Ça commence à être proposé aux grosses entreprises, pas vraiment les multinationales, mais les grosses, puis les PME, et puis pourquoi pas à la fin les particuliers, et puis on arrive avec des offres quasiment packagées qui sont le pack fraude fiscale avec le passage par 5 hits ou des choses comme ça. Donc c'est extrêmement important d'aller attaquer d'abord les multinationales parce que ce sont en fait elles qui déterminent le mouvement et les méthodes qui sont mises en œuvre dans la fraude. À partir de là, on a le problème du fonctionnement, je dirais, interne à l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut imaginer que fonctionne cette coopération ? Pour qu'elle ne soit pas trop rigide, parce qu'on a vu, et c'est ce qu'on voit en ce moment autour de l'OCDE, c'est qu'effectivement, quand on commence à discuter de manière un petit peu sérieuse de où est-ce qu'on va taxer, là, bizarrement, les États sont plus forcément trop d'accord, parce que chacun a son entreprise qui est un peu spécialiste de ça, ou de ci, et qui ne souhaite pas que les règles fassent que les bénéfices de cette entreprise ne soient pas taxés chez lui. C'est pour ça qu'une coopération lâche qui se redéfinit en fait à chaque fois sur chaque multinationale présente un intérêt majeur, c'est qu'en fait, quand quelqu'un ne souhaite pas y aller ou qu'on sait qu'il ne va pas y avoir consensus sur la manière de traiter, eh ben en fait, elle ne fait pas partie de l'équipe sur cette multinationale-là. Et en fait, au bout du compte, au bout de 5, 10 cas, on va commencer à voir émerger très naturellement un certain nombre de règles que d'ailleurs on connaît très bien puisque ça fait quoi? Ça fait maintenant 20-30 ans qu'on en discute, qu'on les remet à l'ordre du jour à chaque fois à l'OCDE, à la Commission européenne, partout, qui sont toujours un petit peu les mêmes idées. Moi je me suis amusé à aller regarder, puisqu'hier nous avions le plan d'action de la Commission européenne. Je me suis amusé à aller regarder
le rapport de 1992, de mars 92 je crois, du groupe d'experts de haut niveau qui avait été commandé à la Commission européenne par la Commission européenne pour savoir comment mettre en place la lutte contre la fraude fiscale. Eh bien, c'est assez amusant puisque, en fait, les recommandations étaient les suivantes. Il y avait l'ACCIS, ou la CCCTB, on peut l'appeler comme on veut, c'est-à-dire la base commune. Un taux minimum de 30%, avec un taux maximum de 40%, donc on est bien dans l'idée du serpent fiscal. Des mesures de contrôle des prix de transfert, avec une insistance particulière sur les services financiers, des mesures de contrôle du caractère réel des établissements locaux, où se situent réellement les entreprises, où sont leurs salariés, la consolidation des bénéfices et des pertes dans les groupes, et enfin une réduction des avantages fiscaux conférés par les États aux entreprises. Si ça rappelle quelque chose, c'est peut-être pas complètement un hasard. La Commission à l'époque l'avait proposé au Conseil européen, qui l'avait repoussé du pied dédaigneusement en 1993. On n'a pas fait beaucoup de progrès. C'était la commission de l'or quand même, 92. Oui, c'était la commission de l'or à l'époque. Donc, on peut espérer des progrès majeurs à partir du plan de la commission qui nous a été présenté hier et qui nous avait déjà été un peu présenté avant et qui nous avait déjà été présenté un peu il y a 20 ans. On peut aussi s'attendre à ce qu'il rencontre les mêmes écueils. L'intérêt d'une coopération informelle, c'est qu'en fait, d'une part, il n'y a pas d'unanimité, donc fonctionne qui veut. D'autre part, on arrive à des décisions. Et enfin, on arrive à des décisions qui ne sont pas des décisions communes, mais qui sont des décisions coordonnées. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons qu'il y a un contrôle commun de Coca-Cola de McDonald's, par un certain nombre d'administrations fiscales qui arrivent aux mêmes conclusions en ayant suivi les mêmes modalités d'analyse et qui font chacun leur redressement fiscal dans leur coin, en interprétant toute la zone grise du droit international de manière conforme à leurs intérêts. Que peut faire McDonald's ? Il n'a pas un seul corps qui est la Commission européenne qui aurait décidé quelque chose qu'il peut attaquer. Il est obligé d'aller contester le redressement fiscal dans chaque État, auprès des cours de chaque État. Que peut faire le Luxembourg ? Ma foi, c'est un petit peu le même sujet. Il est obligé d'aller, s'il veut préserver sa base taxable, il est obligé d'aller contester ce sujet devant les tribunaux arbitraux de droit international pour chacun des pays. Ce qui signifie qu'en fait, puisqu'il s'agit d'un rapport de force avec les paradis fiscaux, la raison pour laquelle les paradis fiscaux arrivent jusqu'ici à maintenir une force importante, c'est parce qu'ils sont situés au cœur du système international de gouvernance, en partie à l'OCDE, mais surtout à l'intérieur de l'Union européenne et qu'ils y ont un droit de veto. Dès lors que le combat se porte en dehors de ces instances, mais de manière parallèle, parce qu'une fois que la plupart des pays européens qui comptent auraient commencé à établir une jurisprudence sur la manière dont ils utilisent les principes définis par l'OCDE, eh bien, de fait, ces principes commenceraient à s'imposer comme le standard d'interprétation. Voilà, donc on me fait signe de ralentir, et ça tombe bien parce que j'arrivais à peu près au bout de mon intervention. Voilà, donc conclusion. Si vous voulez un jour voir une brigade franco-allemande, italienne, espagnole, il faut déjà se mobiliser autour d'une pétition et puis on compte sur nos élus pour aller J'ajoute que la porter et empêcher nos chers ministres de dormir. J'ajoute qu'on commence par une pétition parce qu'il faut bien commencer quelque part, mais la question de Marie-Noëlle Lindemann qui était posée sur l'existence d'une coopération entre syndicats des impôts nationaux n'était absolument pas innocente. Donc, merci mille fois. Je vous invite nombreux à faire connaître cette démarche et nous allons la relayer auprès, parce que l'intérêt d'une pétition,
c'est d'expliquer au gouvernement français qu'il y a des initiatives qu'il peut prendre en Europe et qu'il ne peut pas se cacher en permanence sur le fait qu'il n'a pas l'unanimité sur la taxation. Et comme on va contacter nos amis allemands et d'autres camarades de différents pays, il y a aussi des pressions convergentes. On ne peut pas laisser l'Europe s'embourber et avoir comme choix rien faire ou attendre je ne sais quelle unanimité. Il y a des brèches possibles, il y a des actions possibles, et celle-là, elle est réaliste. Elle n'a même pas besoin de s'institutionnaliser dans un premier temps, puisqu'il suffirait d'un accord administratif entre les administrations pour commencer à avoir des convergences dans les contrôles, dans la mise en œuvre des échanges d'informations concrètes et administratives. Bref, il y aurait là vraiment une première initiative à prendre. Et pour ma part, quand on aura trouvé assez de signatures et de soutien, nous irons voir Emmanuel Macron, Michel Sapin, et pour leur dire qu'on compte bien que le gouvernement français soit offensif sur ces sujets. À celles et ceux d'entre vous dont je vois la moue dubitative, je considère que le rapport de force citoyen a toujours une certaine efficacité, d'où l'importance que vous nous accompagniez. Voilà, alors nous allons donc passer à la dernière partie, qui est d'abord de donner la parole à notre ami italien qui va nous parler du mouvement des 5 étoiles, hein, c'est ça, 4 ou 5 5 étoiles, qui est dans la même commission qu'Emmanuel Morel. Il ne siège pas au nom du même groupe, et donc on n'aura pas forcément l'unanimité des points de vue, mais vous l'avez vu, cette journée, bien qu'elle ait montré beaucoup de convergence entre les interventions des uns et des autres, n'est pas non plus une journée d'unanimisme. Donc on voulait finir sur cette dynamique européenne, et donc je te donne la parole en te remerciant d'être parmi nous. Thank you for this invitation. First of all, I want to thank Marie-Noël Lienemann, it's correct the pronunciation, for to organize this meeting, and Hervé Falciani that invited me, because we are working together with many NGOs and many actors that want to change the system in Europe and in all the world. So we got contacts with him, and we are trying to work together in the European Parliament with all the European members that want to try to do something good for all the system. Okay. First of all, let me explain what is the movement 5 Star. I'm a member of the European Parliament, and I've been elected in the last 2014 election. And we are a young movement born on the web, and we are the second power in Italy. We are the second party. We have over 20% of vote from people, and we are a post-ideological movement. This is very important, because we are not on the right or on the left. This is the old ideological way to have politics. So we put the good idea on the top, and we say, let's force the multinational to pay taxes is a good idea when SMEs in Europe are closing, because the tax that they are paying are very high. Yes, this is a good idea. So we are for this idea of trying to do a correct system in Europe. That is the first step to have after a good regulation in all the world. So we are living in a paradoxical system, because we are here speaking in this underground room while banks, insurance, and multinational are playing with the light of the sun, and that's the paradoxical system. And looks like that no one have the power to solve problems. So what we can do? First, our group in the European Parliament try to put down the trust in Juncker. Jean-Claude Juncker is the man who created this system in the last 15 years in Luxembourg. And he is not enough intellectual honest to solve the problem, because he is friend with all those men, with the banking director, insurance director, multinational director. So for us, this man is not the right man to try to do something good. So we
the first act that we try to do is to put down the trust in these men. But we failed because all the bigger group in the European Parliament doesn't vote for our motion. So, not all, but okay. So the second way is to try to put on the table this special committee. Well, a lot of members from all over the group are trying to work hardly to find, in a shorter time possible, a good report on this tax avoidance system. We are doing many hearings to whistleblowers, to many CEO from multinational member state ministers and representatives from member states. We are traveling in those member states like Luxembourg, Netherlands, Belgium, Ireland, England. In Europe, we are 28 member states, and 22 of those member states adopt tax rulings. So the system is sick, okay? But we have those 5 countries that I mentioned before that are the countries that plays hardly with those tax rulings. So I went personally to Luxembourg, to Ireland, Belgium, and my colleagues now are in England, in trying to hear the ministers. And every time when we went in those ministry, they say to us, okay, we are for your ideas, but we cannot do the first step. We will do the first step when all the other countries will do the first step. So they are covering themselves in this paradoxical system, okay? So we are working in parallel with the Commission, and it's important that all the member states and the member state parliament, like France, Italian parliament, Spanish, Luxembourg, Belgium, all the parliament, works together in this way to try to push the council adopting those measures that are that intellectually honest people want in Europe. Because we have this mission, I think, like political, because this is a political problem. Multinational are giving excuse because all the ministers can't have an agreement. So that's why they are playing like that. So I think that I have been very clear in my point of view, and I can pass the floor to my colleague in the tax committee that can say, and maybe another political view on this problem. Thank you.